Bonsoir, bonsoir. Nous voilà donc pour le focus, donc avec Stéphanie Mélorinette ce soir et jusqu'à la fin du mois. Nous sommes là pour décrypter un peu l'actualité. Avant de parler de l'événement majeur dont on va discuter ce soir, puisque nous donnons la place à la culture, et vendredi également, nous donnerons la place à la culture, qui est une vraie actualité, parce qu'on a tendance à dire que la culture c'est subsidiaire ou accessoire. Non, la culture est une vraie actualité positive d'ailleurs, et nous allons parler ce soir avec des tisseuses de mémoire. C'est le thème du jour. Avant de passer donc à ce sujet, nous allons voir un peu notre revue de presse, quelques coupures de presse qu'on va commenter avec nos invités. Donc voilà, le CHU de Guadeloupe condamné pour homicide involontaire. Donc, homicide, un thème qui revient de manière récurrente ces jours-ci. Pour négligence, voilà, le CHU a été condamné pour 2 affaires qui dataient de 2014 et 2017, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Alors, je vais en parler déjà avec des personnes qui vivent ici. Judith. On en pense que c'est vraiment dommage et que voilà, ça montre aussi un état de catastrophe et par rapport à l'actualité au niveau sanitaire et la réalité que vit la Guadeloupe par rapport à l'état de l'hôpital. Oui. Voilà, on sait déjà quand même que depuis, il y a pas mal d'incidents quand même depuis ces dernières années. On a eu l'incendie au CHU. Bon, ensuite, on a eu la crise Covid et on a vu qu'on était extrêmement dépassés. Déjà, on était dépassés dans l'Hexagone, mais alors ici... Ouais. Voilà, donc ça dit, voilà, ça dit quand même, exactement, ça dit beaucoup en fait de l'état des équipements et du centre hospitalier. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Écoutez, la situation est vraiment navrante, puisque depuis des années, en fait, le CHU est dans un état lamentable et ça ne s'améliore pas. Ça n'avance pas du tout. Et quand on voit ce qui se passe même au niveau des soignants, c'est vraiment désolant. Oui, tout à fait. On en a parlé justement dans le journal. La situation des soignants, le plan blanc. On sent bien que le système de santé a l'air d'être un peu, je dirais pas en déliquescence, mais en tout cas... c'est compliqué et ça fait même assez peur d'aller se faire soigner actuellement. Voilà, tout à fait. Ouais, tout à fait. Oui. Donc c'était la première actualité. Deuxième coupure de presse. Alors aujourd'hui, les dossiers ultramarins ne vont pas pouvoir être portés en toute autonomie par un ministre, selon Martial Foucault, titulaire de la chaire Outre-mer à Sciences Po. Alors, que nous dit donc ce monsieur ? Il nous explique que les problématiques de l'outre-mer sont, par définition, transversales. Bon, je pense que beaucoup de problématiques le sont, ou beaucoup de dossiers le sont, puisqu'on a vu, et ça va être notre coupure de presse suivante, on va pouvoir commenter ensemble. Le remaniement, est-il normal de rattacher les Outre-mer au ministère de l'Intérieur ? Ça a été aussi la grande actualité, justement, le remaniement, donc ministre des ministres, voilà, et comment, finalement, ça a été un débat... assez nourri. Pourquoi le ministère des Outre-mer, qui est un ministère maintenant, on va dire, qui va être annexé au ministère de l'Intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Alors là... J'ai un peu parlé politique. Moi non plus, franchement. Autant j'entends, tu vois, sur la question de la transversalité de certaines problématiques, mais je me dis, on ne peut pas nier aussi que le territoire a des spécificités, tout comme la population et autre chose. Donc ça, j'ignore si ça relève des problématiques transversales. Non, il y a des problèmes qui sont spécifiques à la Guadeloupe. Oui, peut-être qu'on peut poser la question de l'eau, par exemple, ailleurs, mais ici, comme elle se manifeste, on n'a pas ces mêmes difficultés ailleurs, selon moi, par exemple. Donc, ouais. Je l'espère, on va dire, tu vois. Voilà. Dans la politique, franchement... Mais la politique est quand même une chose qui régit notre quotidien, même quand surtout quel que soit en fait le degré j'allais dire, à quel niveau, en fait, quelle échelle nous sommes au niveau politique, ça peut être national, local, etc. Mais c'est important de voir un peu ce que ça va modifier
dans nos Absolument. quotidiens. Et donc, même quand on parle de culture, on sait que la culture est politique, Absolument. par définition. On le voit, on va en parler d'ailleurs vendredi dans le Focus avec des retours sur le CAC, avec une parole d'institutionnel, parce qu'il était temps qu'on ait cette conversation avec nos institutionnels. Qu'est-ce qui va se passer pour le CAC, politique culturelle, etc. Donc, ce sera pour vendredi. Ce soir, donc, dernière coupure de presse. Fait le lien avec remaniement aux Antilles, la relégation du ministère des Outre-mer passe mal. Donc, on a quand même la nomination de Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, donc de M. Darmanin, une nouvelle fraîchement accueillie par nombre d'ultramarins qui souhaitaient un ministère de plein exercice, comme pour sa prédécesseur. Bon, pour ma part, je ne suis pas sûre que le ministère des Outre-mer ait été jamais de plein exercice. Oui. Et ça, c'est une autre question. C'est une autre question, mais simplement parce que on sait très bien que les plus gros dossiers sont en général gérés par les ministères de l'Intérieur ou de la Culture ou peut-être ces de propositions l'Éducation. de rattachement. Exactement. C'est plus aisé de combiner. Toutefois, Monsieur Carenco a été quand même un préfet, je dirais, plutôt du côté de la population. On espère qu'il ira dans l'autre sens en défendant les dossiers de l'outre-mer avec conviction. Voilà, donc là, on a fait le tour de notre actualité. Nous allons maintenant parler de Wonderfil. C'est le sujet de ce soir. Et pourquoi ? Parce que Wonderfil va nous permettre de discuter autant de patrimoine que d'ancestralité. Ce sont des questions qui nous mobilisent beaucoup en Guadeloupe, d'héritage et d'histoire. Voilà, donc Wonderfil Festival Culture Textile, au pluriel, art, tissage, vivant, atelier, recyclage. On va pouvoir parler du programme. Donc, on sait qu'en Guadeloupe, on a beaucoup de festivals de musique. On a beaucoup de festivals également d'art, d'exposition, etc. Là, on a un événement innovant puisqu'il va mettre en avant des arts tisserands, des arts dont on parle peu en Guadeloupe, qu'on a peut-être oublié. C'est ce dont nous voulons parler ce soir avec nos invités. Donc, sur le plateau, nous avons qui va nous rejoindre tout de suite. Elle est là. Véronique Herman-Sambin qui va nous rejoindre. On la fait rentrer. Tout ça, c'est en direct, il n'y a pas de problème ce soir. Donc, je présente nos invités ce soir. Véronique Herman-Sambin, à ma gauche. Bonsoir. Bonsoir, Stéphanie. Donc, Véronique Herman-Sambin. Voilà. Judith Chapka, à ses côtés. Ensuite, on a... Je n'ai pas tous les noms. Marignan Nébor, Marine. Marine Marignan. Voilà. De Tissé Mode Guadeloupe. Voilà. Tissé Mode Caraïbes. Caraïbes. D'accord. TMK. Voilà. Et Edwige Méné. Oui, juste. Voilà. Donc, qui est tisserande de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on va parler. Donc, on va revoir l'affiche. On va revoir l'affiche donc de Wonderfil, qui va mettre en avant justement les arts du tissage, du filage, les arts textiles, on va en parler, et même du recyclage, on va parler de tout ça. Tous les enjeux en fait que comporte justement cet art, ces arts ancestraux qui se perdent. Même l'artisanat, on sait que ce serait a priori des domaines où on pourrait créer de l'emploi. D'ailleurs, en Guadeloupe, on va en parler plus avant, puisque parler de culture, c'est parler de métier. Et c'est parler d'économie. Donc, on va voir d'abord deux cartes que j'ai envie de mettre en avant pour montrer que les arts tisserands existent partout dans le monde, mais juste une légère illustration. Donc ici, cette carte du monde qui a été tissée, en fait. Et la deuxième, qui est une carte de l'Inde, qui montre un peu, ne serait-ce qu'en Inde, les arts tisserands et tous les tissus qui peuvent exister. Donc, ce sera la carte suivante, qui peuvent exister en Inde. Bon, on n'a pas la carte suivante, c'est pas grave. Donc on va revenir
sur donc Wonderfield. Donc ce soir, nous avons Véronique Hermann-Sambin qui est donc à l'initiative de ce festival. Et donc on va la présenter juste parce qu'on la connaît comme ça et ensuite on va la connaître comme ça. 2 minutes de cet extrait. Donc c'était un extrait donc d'un concert de Véronique Hermann-Sambin qu'on connaît comme chanteuse, musicienne. Bonsoir Véronique. Bonsoir, bonsoir Stéphanie. Et ce soir, donc tu viens nous présenter donc Wonderfield. Oui, mais il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années. C'est vrai que même avant la musique, il y avait encore des choses différentes. C'est vrai que voilà, pendant les 15 dernières années, j'ai présenté 3 albums. Le dernier, d'ailleurs, ne parle que de tissage, puisqu'il y a 4 ans, j'ai été prise comme ça par cette envie de savoir faire par moi-même. Je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes. Bien sûr, depuis toujours, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à l'artisanat, qui ont envie de créer, ne serait-ce qu'en cuisine, de faire leur propre cuisine, leur propre habit. Ma mère elle-même aimait beaucoup la couture. Et puis moi, c'est vrai que j'étais prise dans un mouvement en fait, de consommation un peu facile, ne serait-ce que pour les vêtements. Et puis je me suis penchée sur, voilà, c'est un questionnement général. C'est vrai que c'est la musique qui m'a amenée à ça aussi, le fait de quitter, on va dire, le monde des affaires pour arriver dans celui des artistes. Ça fait qu'on réfléchit différemment, on se pose des questions. Et je me suis pris de passion pour ça, pour le tissu, les tissus, les étoffes, d'où ça vient, comment c'est fait, donc un peu comme une enfant. Et puis voilà, je me suis aussi... j'ai été en fait attirée par toutes ces couleurs, les matières, en voyageant notamment au Cameroun ou au Ghana. Et je me suis dit, tiens, comment ça se passe en Guadeloupe? Où sont les tisserands? Pourquoi pas? Comment ça se fait? Est-ce qu'il y en avait? Donc je cherche encore des réponses. D'ailleurs, le festival, le Wonderfield Festival, c'est aussi l'idée de l'échange, de rencontrer des personnes qui amènent des réponses aux questions qu'on peut se poser encore. Comment cette rupture, ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où les Amérindiens savaient tisser, ou même les Africains qui arrivaient en Guadeloupe savaient tisser, et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est une réponse un peu qui part un peu partout, mais c'est pour dire qu'en fait on est en recherche aussi. Il y a tout un tas de choses qui sont présentes sur ce Wonderfield Festival. D'accord, donc qu'est-ce qu'on a je vais avoir une image parce que ça va nous donner un peu de contexte pour parler de l'histoire. Pourquoi justement dans cette quête et en réponse aussi à peut-être une surconsommation, nous savons que nous sommes de grands consommateurs en Guadeloupe. Si on devait sortir des chiffres, nous savons que nous consommons énormément de produits importés. On a déjà parlé de ces sujets-là donc dans beaucoup d'autres émissions, dans Tanama, mais on en parle très régulièrement justement du fait que nous sommes de grands consommateurs de produits importés. Nous avons un solde négatif, justement. Donc, nous allons voir une photo de Gandhi. Gandhi qui était également tisserand. Et que c'était aussi un acte, on va dire, militant, un acte nationaliste, parce que c'était pour se défaire, justement, de ces apparats importés par les Anglais. Donc, justement, on en parle dans l'exposition.
Oui, effectivement, j'en parle puisque, en fait, en commençant à s'intéresser au tissu, on arrive à tout un tas de volets, donc historiques notamment. Je suis partie en fait des recherches, concernant la Guadeloupe. Donc ensuite, ça s'étend à la Caraïbe, les États-Unis. Et c'est vrai que déjà en Amérique, en fait, avant que l'Amérique obtienne son indépendance, il y avait une forte dépendance vis-à-vis de l'Angleterre. Et ça a été une arme, en fait, pour les Américains de se dire, tiens, on va développer notre propre industrie. On n'est pas là que pour fournir du coton à l'Angleterre. On peut aussi transformer le coton. Et ça a été une arme, oui, pour se dire on peut être autonome et on va se détacher de l'Angleterre parce qu'on va développer notre industrie, notamment textile. Et c'est ce que fait 150 ans plus tard Gandhi, en fait, quand il dit on sait, on a notre savoir-faire. L'Inde est un pays pilier, on va dire, du textile, notamment du coton. L'Inde a une culture du tissage très très ancienne. L'Inde fournit des indiennes, ce sont des toiles de tissu imprimées à l'Empire romain. L'Inde fournit du tissu, donc des indiennes, à l'Europe, en général un peu plus tard. Et donc, en fait, Gandhi se rend bien compte que par cet acte-là de filer tous les jours, parce que là, il est en train de filer au rouet, il file tous les jours du coton, et par cet acte quotidien, il est en train, en fait, symboliquement de se dire on est capable de faire. Et on doit consommer notre tissu. On n'a pas besoin de produire, encore une fois, de la matière première pour l'Empire britannique et consommer de la matière transformée. On sait tout faire, en fait. On a cette culture-là. On n'a rien à apprendre des Anglais. Et en réalité, c'est vrai que ça a été une arme politique, en fait. Le rouet se retrouve, en fait, sur le drapeau provisoire de l'Inde et ensuite même sur le drapeau définitif. Alors, ça devient un cercle, mais c'est vrai que symboliquement, ça reste un acte fort que de dire on arrive à fabriquer nous-mêmes et on va s'habiller avec des vêtements qu'on a fabriqués à la maison. Voilà, donc ça, je trouve que ça fait quand même écho à notre consommation locale. Et nous ne sommes pas encore arrivés au point où nous allons consommer notre propre tissu. Alors, avant de discuter avec toutes ces dames, nous allons regarder quelques images de l'exposition. On l'a déjà vu pendant le journal, mais enfin, nous avons d'autres images et on va en discuter avec elles. Donc on fait une torsion et ensuite, là c'est pas celui-là, mais c'est quand on prend un deuxième fil, on va les mettre ensemble, mais dans l'autre sens, que ça va créer de la solidité donc en fait moi j'ai appris à filer la laine et avec Marine on s'est dit qu'on allait apprendre à filer. Tu vois là c'est déjà vachement plus dur quoi. Là il faut que je tire plus, mais bon. Après c'est un travail assez minutieux. Mais tu ne peux pas faire ça avec le capoc parce que le capoc n'accroche pas. Les fibres glissent entre elles comme ça et n'ont pas de quoi s'accrocher. Et du coup, tu ne peux pas faire de fil avec du capoc. Et Un petit extrait donc de ma visite ce matin à l'exposition. Je vous invite vraiment
à y aller pour redécouvrir une partie de notre histoire. Donc, je lisais là dans le dossier de presse, donc des fils tissés entre botanique, histoire, artisanat, environnement et imaginaire. Donc, en Guadeloupe, la production de coton a connu un essor florissant jusqu'au 19e siècle, destiné principalement à l'exportation, l'or blanc. D'ailleurs, c'est encore l'or blanc à la Barbade. C'est très, on va dire, un domaine de l'agriculture qui est très développé à Barbade et qui rapporte beaucoup, justement, à ce pays. Matière jadis cultivée et tissée par les Amérindiens était expédiée sous forme de ballots vers le continent européen afin d'être valorisée en produits finis. Aujourd'hui, comme au temps de la colonisation, les techniques de transformation de fibres végétales, animales ou synthétiques demeurent largement méconnues dans les îles françaises des Caraïbes. Donc c'est à partir de ce constat qu'est né le Wonderfeel Festival. Il est développé par l'association Artisran qui opère comme une navette entre pratiques séculaires et enjeux contemporains. Donc pendant 3 semaines, le pavillon de la ville se transforma en cocon de savoir-faire, matière, couleurs, curiosité textile. Donc voilà, on vous invite à y venir. Donc sur le plateau ce soir, on a donc les artistes, les tisserandes, qui donc sont là pour vous proposer des ateliers et exposer justement leur création. Donc on a Judith Tchabka. Donc Judith, ça va être intéressant justement, puisqu'on parle justement d'héritage, d'ancestalité. Qu'est-ce qui t'a amené justement à tisser? Qu'est-ce qui m'a amené à tisser? En fait, c'est quand ma démarche artistique s'est révélée à moi, on va dire, ou quand j'ai choisi cette voie, je ne m'étais jamais posé la question d'un autre médium. Le tissu, le textile, la minutie du travail, en fait, était pour moi aussi un canal de méditation, donc c'était évident. Et puis c'était aussi une activité où j'ai toujours vu les femmes de ma famille faire. Ma mère sait très bien coudre à la main, ma tante, ma grand-mère, j'ai toujours vu des machines à coudre. Enfin, j'étais toujours dans un environnement où cette vie du textile, cette fibre était là et présente. Et même là, encore à nouveau, les hommes sont présents avec nous, mais je nous trouve une majorité de femmes. Et ça me fait me dire que c'est un métier qui appartient au matrimoine, en fait. Ça se passe de mère en fille. Et même, j'entendais tout à l'heure, Véronique partageait que sa mère avait aussi un goût pour le tissu, pour la couture, et c'est ce qui l'a emmenée. Et je me dis, là encore, il y a une histoire de femme, en fait, de transmission, de lignage, de génétique, de matrice, enfin voilà. Donc, de matrice, justement, oui. c'est important dont on parle ce soir. Donc on prend une page de pub et on revient tout à l'heure. Donc nous sommes de retour pour discuter donc des arts tisserands avec nos tisserandes ce soir. Donc on parlait justement de matrice avec Judith. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur la matrice justement de cette rencontre, de ce projet? Donc comment vous êtes rencontrés? Eh bien oui, je peux parler de cette rencontre avec Marine et Edwige. Cela dit, c'est vrai que moi je trouve que c'est leur rencontre qui m'a donné envie de travailler. J'ai trouvé que leur rencontre était intéressante. Et j'ai cherché pendant quelques années s'il y avait des tisserands en Guadeloupe. Et les réponses, alors j'avais pas fait une annonce dans le journal en disant cherche tisserand, et c'était du bouche à oreille. On me disait ah non, c'est pas. Alors peut-être à Marie-Galante, mais et finalement je me suis dit mais c'est pas possible. Donc en fait c'est un musicien Bruno qui m'a dit ah ben tiens il y a une tisserande à Sainte-Anne. Et finalement, comme ça, j'ai appris qu'il y avait 2 tisserandes en Guadeloupe et je me suis dit, non mais là, c'est clair que... Alors, j'avais déjà commencé à travailler sur le festival en me disant, je vais devoir faire venir des métiers à tisser, etc. Il va falloir que je fasse venir des tisserands de d'où, etc. Et là, je me suis dit, mais c'est royal. Et quand j'ai rencontré Edwige et Marine et qu'elles m'ont raconté leur rencontre, alors là, peut-être ça vaut le coup qu'elles racontent leur rencontre. Marine, racontez-nous cette rencontre. Bien, alors... Donc, je vais raconter l'histoire carrément. Donc, en 2010, je lisais le magazine Amina, pour ne pas le citer, et j'ai vu un article donc, qui disait qu'il y avait une école qui formait des tisserands donc, en Côte d'Ivoire. Donc là, je me suis dit, bon, comme je travaille, j'ai les enfants, donc je ne peux pas partir. Donc, je vais attendre la retraite pour partir. Donc en 2017, quand j'ai eu ma retraite, donc je suis partie en Côte d'Ivoire pendant 10 mois pour apprendre à tisser. Et donc je suis arrivée dans une école
Donc, je ne connaissais personne là-bas, hein. Donc, je suis arrivée et en fait, j'ai rencontré Edwige à l'école et c'est Edwige qui m'a formée. Ok. Voilà. Donc, après, donc, je suis retournée en Guadeloupe en 2019. J'ai ouvert mon atelier et j'ai fait venir Edwige pour qu'elle puisse travailler avec moi en Guadeloupe. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus, tout D'accord. simplement. Alors, donc, cette formation, Edwige, en quoi consiste justement cette formation de tisserande? Qu'est-ce qu'on apprend d'abord, avant d'apprendre à tisser D'abord, pour faire le tissage, il faut d'abord apprendre à faire des nœuds. Des nœuds, il y a le nœud plat, le nœud rond, le nœud creux. Avant d'apprendre à préparer une chaîne. Après la chaîne, tu fais l'enfilage des lisses. Après les enfilages des lisses, après tu fais les enfilages des peignes aussi. Et après, tu commences à tisser. D'accord. Donc, il y a tout un tas d'étapes, en fait, avant de... Voilà, donc un métier à tisser, on a vu quand même, on a vu dans les images tout à l'heure, donc la machine, vous avez vu en bois, là, c'est un métier à tisser et c'est quand même impressionnant. C'est un appareil, j'allais dire baroque presque, parce qu'il n'est pas mécanisé comme, il est mécanisé grâce à l'homme, grâce à votre corps en fait, qui va l'activer, mais c'est tout un travail j'allais dire presque le mot m'échappe, mais voilà, ça se travaille avec le corps, donc c'est vraiment important de bien maîtriser donc tous ces petits détails. Donc Véronique, alors comment as-tu commencé à tisser? Eh bien, moi, j'ai commencé à tisser avec une étudiante parisienne qui sortait d'école de mode. On a tissé sur un métier c'était vraiment à manette. Ensuite, je me suis dit, j'aimerais quand même essayer les pédales, puisque comme j'ai joué du piano, le métier à tisser m'a toujours plu avec les pédales. C'est ça que je voulais faire en fait. Je voulais, voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a un rythme, il y a une danse. Moi, ça me rappelle la musique quand on entend la navette qui passe de droite à gauche. Chaque métier a son son. Il y a le temps, il y a le rythme, il y a tellement de choses qui me rappellent la musique. Il y a une poésie incroyable qui sort du tissage. Il y a et puis ce temps qui est très long de monter la chaîne. En fait, ça coupe complètement avec la vie folle qu'on peut avoir. Où il faut... Et en fait, il faut prendre le temps, il faut être soigneux, il faut vraiment pas se mêler les fils, justement. Et ça, c'est contemplatif, c'est méditatif, et en même temps, il faut être extrêmement concentré. Absolument. Et il faut être passionné, surtout. Passionné, parce que... Oui, ça c'est sûr. Vraiment. Donc, quand on tisse en Guadeloupe, justement, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce que vous proposez, en fait? Ben, surtout de la transmission. Hein. Ce que j'aimerais, moi, c'est vraiment transmettre ce savoir donc, à nos compatriotes. Et d'ailleurs, j'ai pas mal, enfin, notamment pendant l'exposition, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour apprendre à tisser. Oui. Donc voilà, c'est comme on apprend à tricoter, on apprend toutes les techniques qu'on connaît, mais tisser, voilà, donc il y a quand même des gros métiers à tisser, mais il y a des petits métiers de table aussi. Justement, j'ai une stagiaire qui est à la retraite, donc que j'ai initiée au tissage de table. Et donc, elle a acheté son petit métier à tisser et maintenant, elle fait ses petites écharpes, enfin, voilà. Donc, en termes de production, qu'est-ce que vous... Est-ce que vous proposez des choses à la vente Oui, à la vente, on prépare des écharpes pour l'instant. On a eu l'occasion de faire quelques petits vêtements. Donc là, je me suis, j'ai un grand métier à tisser, parce que au départ, j'avais 2 métiers à tisser qui venaient de Côte d'Ivoire, mais qui nous permettaient de produire donc, des écharpes de 45 cm de large. Donc là, j'ai un métier qui me permet de faire du tissu réellement de 1,40 m. Donc là, on pourra vraiment produire, je ne sais pas, des nappes, des vêtements, voilà, des rideaux. Okay. Il nous est arrivé de préparer des nappes aussi, mais il fallait recoller les morceaux entre eux, les coudre, les rassembler, quoi. Oui. Et on a fait aussi un hamac
Mais il fallait toujours coudre les morceaux ensemble, donc c'est pas trop pratique. Mais voilà. Mais Alors, vraiment, ma mission, vraiment, ce serait de transmettre. Voilà. Bon, alors déjà, le message est... si vous êtes intéressé, on vous donnera des coordonnées plus tard, ou en tout cas, vous allez au festival, on va parler des ateliers tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on tisse en fait? À partir de quoi est-ce qu'on tisse? Alors, on a vu qu'il y avait des fibres animales, végétales, etc. Est-ce qu'on parle fil. de... Donc, On prend du fil, tout simplement. Donc, il y a le coton, il y a aussi du la fil laine, de coton, de la laine. Mais enfin, jusqu'à maintenant, moi, je n'ai tissé que du fil en coton. fil de coton. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voudrait revenir justement sur le coton. Le coton qui était justement une culture. Alors, on connaît la canne à sucre. On sait que ça a été la plus grande culture, peut-être celle qui a été le plus développée dans nos îles françaises, je veux dire. Mais il y avait aussi beaucoup le coton, très cultivé aux États-Unis. Un peu moins, enfin beaucoup moins en fait en Guadeloupe, comme le café, comme le cacao, qui était beaucoup moins cultivé. Mais il y a quand même une place particulière dans nos imaginaires par rapport à cette plante. Oui, c'est sûr. J'ai rencontré quelqu'un qui me disait, mais parce que nous, on a présenté du coton à cette expo. C'est vrai que j'en parle. C'est important pour moi de parler d'une fibre, alors en particulier. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de fibres à partir desquelles on peut tisser. Oui. Je pense, on parle de bananes, de feuilles de banane à Baka en particulier, pas forcément ceux qu'on a ici, mais aux Philippines, ils tissent beaucoup le bambou, le raffia, il y a le karata. Voilà, les fibres de karata, ça se tisse, même la fibre de coco, on peut tisser. Tout dépend en fait du traitement que la fibre, la manière dont elle est traitée, en fait, cette fibre. Enfin, pour cette édition, la première, j'espère qu'il y en aura d'autres, on verra en fonction aussi du soutien du public. Je me suis dit, je vais faire un focus sur le coton, parce que moi-même, je ne savais pas qu'on cultivait du coton à ce point en Guadeloupe. C'est-à-dire que là, on a à peu près 2500 hectares de bananeraies. Et c'est vrai qu'à peu près partout, on voit des bananiers en Guadeloupe, dans certaines zones plus que d'autres. Et ben, à titre de comparaison, c'était 3 fois plus de coton à une époque. Ça veut dire qu'il y avait du coton à Marie-Galante, bien sûr, mais aussi à la Désirade, aux Saintes, aux Gosiers, toutes les zones, en fait, qui ne sont pas trop humides. Donc la côte sous le vent, bien sûr. Et c'était la Guadeloupe, donc même avant les États-Unis, c'était une des terres de coton. C'est-à-dire qu'il y avait en parallèle, bien sûr, toujours la canne à sucre, voilà. Mais la culture de coton faisait partie de ces cultures secondaires qui, parfois, en fonction du cours de la canne, enfin du cours du sucre, occupaient plus ou moins d'espace. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de reparler de ça. J'ai envie de reparler du coton. Et puis, juste se rendre compte que, voilà, c'est une fibre. On ne peut pas avoir la prétention de replanter du coton. Ça n'aurait pas, à mes yeux, bien sûr, de sens de replanter du coton pour filer du coton, pour faire du tissu. Parce que on n'a pas les surfaces pour ça, on n'a plus cette culture-là, en fait, on ne l'a même jamais eu. Oui, contrairement à la Barbade. Oui, voilà, de transformer, voilà. Mais c'est symboliquement, je trouve ça important déjà de savoir ce que ça représente. Une dame me disait, on n'est pas de coton à l'intérieur des maisons parce que ça rappelle l'esclavage. Encore maintenant, mettre un bouquet de coton pour certaines personnes, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Alors que moi, j'adore ça. Je trouve ça super beau. Je me dis, j'ai même pas besoin de l'arroser, c'est parfait. Une fois que c'est là, ça bouge pas et puis ça amène une lumière. Et puis bon, moi, c'est vrai que ça amène de la douceur. Et pour certaines personnes, ça n'est encore que synonyme de violence, de misère presque. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça aussi qu'on échange. J'ai rencontré des personnes âgées qui me parlaient de matelas qui étaient faits en coton à Pointe-à-Pitre ou dans d'autres lieux et que ces cultures-là, enfin ces gestes, ces métiers-là ont disparu. Et c'est pareil encore, il n'y a pas la prétention pour moi, de mon point de vue, parce que c'est extrêmement long le tissage, c'est vraiment, on parle de passion, on parle de savoir-faire, on ne peut pas rentrer en concurrence comme ça avec des pays dont c'est on va dire, l'âme, la culture depuis des milliers d'années. Puisque la Guadeloupe, c'est nouveau en fait. Il y a eu cette rupture qui fait qu'on n'a pas vraiment tissé en Guadeloupe. On ne peut pas se redécouvrir nation tisserande. Pour moi, l'essentiel, c'est ce que tu disais, c'est la transmission. C'est-à-dire que
qu'on pratique sur tous les continents depuis des milliers d'années, eh ben, j'ai envie que ce geste, on puisse aussi le connaître. Oui, revenir parce Voilà. qu'il est très, et c'est un Voilà. geste qui est très pratiqué en Afrique, Oui. justement, Edwige. Alors, pour faire justement le parallèle justement avec ce coton qui est honni chez nous, en tout cas qui est mal aimé, chez nous, il est très développé en Afrique. Il est utilisé justement par les tisserandes. Oui, là-bas, bon, on prend pour faire le tissage aussi. Avec, il y a d'autres personnes qui prennent pour faire les tresses aussi. D'accord. Et puis, on peut faire beaucoup de choses avec du coton. Et qu'est-ce qu'on tisse d'autre? Alors, parce qu'on parlait justement, tu disais, Véronique, faire concurrence, donc, à l'industrie du textile, hein, qui est extrêmement... voilà, on est dans une société, dans un monde globalisé où tout va très vite, tout est obsolète très vite. Et voilà, on produit des vêtements à la chaîne, donc on se dit revenir à faire des vêtements à partir de coton qu'on a déjà pris des mois à tisser pour ensuite, voilà. Est-ce que, voilà, mais ça me rappelle un peu la différence entre le wax, qui est quand même pas, qui est très utilisé en Afrique, mais qui n'est pas africain, donc c'est importé. Parallèlement... La fabrication qui n'est pas africaine, il faut... Oui, la fabrication, hein, tout à fait. Mais par rapport à des tissus qui sont le basin ou, Voilà, traditionnel. voilà, qui sont traditionnels et qui sont peut-être prennent plus de temps et plus et coûtent plus cher. Mais peut-être qu'il faut penser j'allais dire à un commerce qui coûte cher du coup. Ben oui. C'est ça le problème. Disons qu'en fait, oui, effectivement, mais tu peux en parler mieux que moi, c'est comment on valorise ça. C'est la question des tisserands sur les forums de tisserands. Il y a pas mal de gens qui disent, voilà, j'ai tissé 3 mètres, à quel prix je le mets, ou même j'ai tissé une étole, à quel prix je peux... Et souvent, les personnes se disent, bah, oui, mais c'est cher. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais Parce qu'ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a à faire. Voilà. Voilà. C'est qu'on a perdu peut-être aussi cette valeur de l'artisanat qui demande beaucoup de temps et de savoir-faire, justement. Oui. Ce que je trouve intéressant, en fait, c'est l'idée de faire soi-même. Je pense qu'un cadeau, par exemple, quand on fait un cadeau qu'on a fait soi-même, il a plus de valeur, encore une fois, c'est mon avis, Oui, non, mais plus c'est de valeur, voilà, que quelque vrai. chose qu'on a acheté dans une boutique et ben qu'on oui. peut retrouver partout. Cette valeur-là, elle a tendance à revenir. Voilà, j'ai préparé un déjeuner, j'ai préparé moi-même, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me répète, mais la question pour moi du tissage, c'est la question du geste et c'est aussi la question du recyclage, la question de prendre conscience de ce que c'est un habit. Voilà, combien de temps on met à tisser, 10 cm comme Edwige le montre très bien pendant les ateliers. Qu'est-ce qu'on fait, comment on s'habille, qu'est-ce qu'il y a écrit, qu'est-ce qu'il y a marqué sur nos tissus, qu'est-ce qu'on a envie de dire avec notre seconde peau, parce que c'est ça, c'est notre seconde peau. Une fois qu'on a notre vêtement il est taché, qu'est-ce qu'on en fait? Alors c'est cette technique de lirette que Marine va présenter aux enfants lors d'ateliers. Ces tissus qui sont usagés, qu'est-ce qu'on en fait? Ils repartent en fait, et j'aurais aimé vous présenter aussi Guadeloupe Recyclerie Solidaire. Oui, on a vu quelques images dans l'extrait. Parce qu'en fait, ils font un travail formidable pour justement récupérer déjà, faire la collecte de tissus, de vêtements qui ne sont plus utilisés, parce qu'au lieu de les laisser à la benne et les jeter avec d'autres produits, on fait un tri, voilà, et il y a des balles de coton, en fait, enfin de tissus du coup fabriqués qui repartent dans l'Hexagone. Mais avant qu'ils repartent, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire encore quelque chose, de tirer encore sur le fil, sur la corde, pour arriver à sortir, à extraire quelque chose? Et oui, c'est possible. Donc, peut-être que Marine, je ne sais pas, mais l'atelier de lirette qu'elle va nous présenter, ça, c'est une possibilité. Et c'est une manière, en fait, je pense que c'est un état d'esprit. C'est ça qu'on est en train de transmettre dans ce monde de fil. Avec des artistes comme Judith, avec des artistes comme Joël S, dont on a vu quelques... Avec Simone Lagrand. Avec donc, Simone... on va voir justement, on a le programme, parce qu'il nous reste peu de temps de l'émission, donc on va pouvoir parler des artistes. Donc on a Simone Lagrand, ici, donc, qui est martiniquaise, qui est poétesse, mais qui a également fait un travail, on va dire, plastique, je puis dire, donc où elle tisse texte, art textile, installation. Ensuite, on a Jewel,
je Oui. suppose, donc qui est de guadeloupéenne, de Basse-Terre, et qui présente aussi une installation. Alors, les ateliers, qu'est-ce que vous proposez comme atelier, et est-ce qu'il y a un numéro même pour... donc, au programme, donc c'est du 10 au 31 juillet, donc ici on voit... Parole de Kenté, les outils à tisser. Donc, est-ce qu'on peut commenter le programme pour les téléspectateurs et téléspectatrices? Oui, alors en fait, ce programme, en fait, le festival, il dure 3 semaines. Donc tous les jours, de 9h30 à 17h, pavillon de la ville, place de la Victoire, on retrouve donc différents espaces. Donc il y a l'espace tissage, avec notamment à 11h et à 15h des ateliers de démonstration. Il y a et on trouve aussi de la matière sur le kenté, donc, qui est ce tissu du Ghana, avec toute la symbolique et toute la parole dont il est vraiment empreint. Il y a un volet sur le coton, donc on en a parlé tout à l'heure. Et puis l'INRAE nous a prêté des planches donc, de coton, de gossypium. On voit la fibre de lait, enfin de la laine, on touche un peu, on peut toucher. Voilà. Les enfants, ils sont là pour faire des expériences. La laine, c'est gras, le lin, c'est sec, le coton, c'est entre les deux. Bon, voilà, on parle de coton. Il y a un troisième espace qui concerne le recyclage, les techniques pour recycler du tissu, les problématiques de pollution textile, etc. Et puis, il y a cet espace avec les artistes. Donc, je vais citer donc, Judith Chapka, Simone Lagrand, et puis, bien sûr, Joël qui fait sa première exposition, en fait. Et puis, je voulais parler de Denetem Twambona aussi. Oui. J'ai son livre qui accompagne l'exposition. C'est vraiment une lecture que... C'est vraiment important. Parce qu'il se confond avec le fond. C'était important pour moi de parler de ce livre-là, La sagesse d'Eliane. Il y a énormément de métaphores et de liens en âge, d'entre-là. Et en fait, il aborde énormément de sujets en fait, à partir de cette liane, de cette sagesse d'Eliane. Et je trouvais important que ce livre soit présent sur l'exposition. Donc voilà, il va aussi y avoir des concerts. Vendredi, par exemple, on va accueillir Tricia Evie. Donc, on va lui demander comment est-ce qu'elle tisse sa toile musicale pour nous piéger dans sa toile. Comme Ashanti. Voilà, elle va nous faire un concert en acoustique. Mais c'est vraiment une rencontre. L'idée, c'est la rencontre. Bien sûr, la musique, c'est important puisqu'elle va jouer, mais on va aussi discuter, échanger. On va poser la même question une semaine plus tard, donc le vendredi 22 à Sébastien Drumeau. Et on posera la même question à Dominique Coco. Comment il tisse sa toile musicale? Ça, ce sera dimanche 24. Voilà. Donc, on va vous mettre tout le programme. Je le mettrai en commentaire, justement, donc sur Facebook, puisque notre émission la stream également. Et donc, est-ce qu'il y a un numéro Alors, on peut vous joindre? Il y a un lien, en fait une adresse mail à laquelle vous pouvez réserver, par exemple pour les concerts dont j'ai parlé, et aussi les ateliers pour les enfants, ça c'est important. On a l'association Choubouloud qui a réservé par exemple 2 demi-journées. C'est tous les centres aérés. Si vous avez des groupes d'enfants pendant les vacances et vous cherchez encore des activités, nous sommes là pour les accueillir. Et c'est pareil, les parents qui veulent, ou les grands-parents, les marraines, les tontons qui veulent accompagner leurs enfants. Les enfants sont les bienvenus pour les ateliers de Judith, parce que Judith aussi présente un atelier pour les bijoux. Donc, vous nous écrivez, vous réservez. J'espère qu'on pourra avoir le nom. C'est contact@artisran.com. Et ce serait bien effectivement de pouvoir mettre pour AARTS. Tisserand, TI2SERANDS. Cela dit, si vous tapez Wonderfil Festival Guadeloupe, vous allez tomber sur le site internet du festival avec le programme. Et vous nous envoyez un petit message pour les réservations. Et c'est un festival, je le précise, qui est gratuit. L'entrée est libre pour les activités de la journée, enfin pour l'exposition. Et même pour les concerts, ce sont des concerts très intimistes. On ne sera pas très nombreux, donc je vous invite à réserver. Et en revanche, les ateliers sont payants. Mais voilà, ce sont des ateliers de très bonne qualité, au bout desquels on ressort avec un objet qu'on a fabriqué soi-même. Voilà, ça, magnifique. C'est beau. Donc, ça va être la fin du focus. On remercie donc Véronique Herman-Sambin, Judith Chapka. Pardon.
et Edwige. Et moi, je vais finir en lisant justement la 4e de couverture de ce livre, La sagesse d'Eliane, Denetem tuam bona, cosmopoétique du refuge 1. Donc je lis: des Caraïbes à la Papouasie, l'enchevêtrement inextricable des lianes entrave la pénétration coloniale. Premier obstacle à la quête de l'Eldorado et au régime des plantations, la liane est le serpent, l'hydre végétal qui, aux yeux du colon, fait d'une forêt vierge et tentatrice un enfer vert. Tout en torsion et contorsion, la langue fourchue des lianes ne peut sécréter qu'une sagesse de singe, un gai savoir qui convertit l'espace d'une grimace, la douleur de l'oppression en éclats de rire. Denetem tuam bona met en scène la sagesse subversive des luttes indigènes contre la marchandisation intégrale du vivant, dont l'anthropocène n'est que l'ultime avatar. Et je pense que ça dit beaucoup de choses, ne serait-ce que sur l'intention, en fait, de ce festival et d'apprendre à tisser. Donc voilà, merci de votre attention. On se retrouve vendredi, puisque demain, vous aurez un autre rendez-vous à 19h. Vendredi, nous parlons encore culture. Nous aurons M. Georges Brédan pour parler justement du Centre des Arts et de Cap Excellence. Et nous aurons le Green Hostel pour parler de son programme de résidence. Voilà, bonne soirée.